Le 24 avril 2013, le Rana Plaza s'effondre au Bangladesh. Sous ses ruines, des ouvriers du prêt-à-porter, exploités 24 heures sur 24. 1135 forçats meurent écrasés. L'immeuble menaçait de s'effondrer, on le savait, mais il fallait fournir pour fabriquer en flux tendu les marques que nous nous disputons avidement de saison en saison. Cet événement est une horreur qui révulse la planète. Pour certains, c'est même le 11 septembre de la mode. Tout à coup se révèle la face immergée d'un système devenu fou. Trop de collections, de consommation, de pression des actionnaires. Les créateurs sont en burn-out, la mode mondialisée est une planète chauffée à blanc où règne une odeur de mort. Les fringues aujourd'hui, c'est une boucle qui ne s'arrête plus, c'est complètement dingue. Le tendance qui n'y est plus, le in, on n'est plus in, on est has-been, ça se dit plus, c'est plus... Je pense que ça n'existe pas en fait. Aujourd'hui, dans la mode, c'est le capital qui dicte la production. Il n'y a plus de production culturelle. Tout est absurde dans le système de mode. La mode produit plus de 80 milliards de vêtements chaque année, ce qui fait d'elle la deuxième industrie la plus polluante au monde après le pétrole. Elle est devenue une passion toxique qui nous détruit en souriant. Ceux qui se mobilisent pour humaniser la mode, les progressistes, nous les avons rencontrés. Certains reviennent au tissage, d'autres créent en imprimante 3D. Tous veulent une créativité éthique, une mode à visage humain. Adieu la mode indifférente, superficielle, caricature grimaçante d'elle-même. En 2018, une autre mode est possible. Paris, 24 avril 2017. 4 ans, jour pour jour après la chute du Rana Plaza, un groupe de fashion activistes n'a pas oublié. On s'allonge. Pour la cause. On s'allonge pour la cause. On tombe pas dans l'eau les meufs, hein. Ok. Pour eux, il y a du sang sur les fringues et le business de la mode est coupable. Leur slogan, « Who made my clothes ?» veut donner un visage aux petites mains de notre style. Who made my clothes? Moi j'ai envie de gueuler moi. C'est un appel qu'on envoie au monde. Pour diffuser leur message, ils utilisent l'agite-prop, le happening et des débats dans la rue retransmis en web radio. Le Rana Plaza, pour moi, ça reste ça. Le moment où la première fois de ma vie, j'ai ouvert mon placard pour regarder où avaient été fabriqués les vêtements que je possédais. 6 mois avant, l'usine Tazreen avait pris feu au Bangladesh. Ce sont 112 femmes qui sont mortes, soit brûlées, soit qui sont jetées des images. C'est vraiment des conditions épouvantables. On n'en parlait pas. Je me suis dit que le seuil, c'était pas 300, c'était 1138 morts. Il y a une vraie stratégie d'aveuglement. C'est-à-dire que les marques et les grandes marques, bien souvent, ne savent même plus où elles produisent. Leur mouvement est international et il s'appelle Fashion Revolution. Fashion Revolution, c'est prendre tout simplement la parole, c'est venir éveiller les consciences avec une profonde conviction qu'on peut changer l'écosystème de la mode. Et pour ça, il faut que le mouvement citoyen s'en empare. Fashion Revolution exige la transparence. À l'instar du bio, il s'agit de tracer la fabrication des vêtements. On veut voir les visages derrière les étiquettes. Via Twitter, les marques sont sommées de rendre des comptes. Les cibles principales de la grogne, ce sont les grandes enseignes multimillionnaires qui ont inventé la fast fashion. La fast fashion, c'est des marques comme H&M, Zara, qui sont arrivées dans les années 90 avec un modèle d'affaires très neuf qui consistait à produire au plus bas coût possible dans des pays très pauvres pour proposer des collections novatrices et qui ont réellement apporté quelque chose à la mode toutes les 3 semaines. Un espèce d'attrait de la nouveauté qui, selon moi, a créé une addiction que je juge assez néfaste et pour la planète et pour les gens. Le 12 novembre 2004, pour la première fois, un dieu de la haute couture, Karl Lagerfeld, signe une collection à petit prix pour H&M. On a la taille en plus. Ça fait rien, peu importe la taille. En 20 minutes d'une folie prédatrice, le grand public dévaste les rayons du géant suédois.
Ce télescopage du luxe et de la foule devient, à grand renfort de communication et de rareté, un rituel annuel hystérisant. On a été peut-être l'industrie qui a la première créé ce concept d'obsolescence programmée, puisqu'on décrète de plus en plus rapidement que les vêtements, les produits qu'on a créés jusqu'ici n'ont plus de raison d'être et n'ont plus à être portés. Don't throw them away. Recycle. Soucieux de leur image, les géants de la fast fashion simulent un cercle vertueux et invitent au recyclage, mais continuent à surproduire des vêtements à des prix toujours plus bas. Il y a une semaine, j'ai vu un poster à Paris d'un petit haut de bikini qui coûte 4,95 € et j'avais envie de vomir. Parce qu'en plus, c'était un haut de bikini très compliqué, avec un petit triangle très bien cousu. Donc quand on voit la photo, on sait qu'il y a normalement 2 € de fil, 1 € du petit triangle, la matière, plus le transport, plus le mettre en vitrine, etc. Cette chose aurait dû coûter, je pense, au moins 15 €. Il est moins cher qu'un sandwich, c'est insupportable. Parce que ça donne cette idée qu'il n'y a plus de valeur. Lee Edelcourt diffuse chaque saison des prévisions, des tendances qui font autorité même lorsqu'il bouscule les certitudes du milieu plutôt fermé de la mode. Elle est la doyenne de la Parsons School de New York. Depuis plus de 30 ans, ces cahiers de tendance payés à prix d'or sont la bible des éditeurs et des marques de mode. Encore ce coloris-là, hein? Bah oui. Ça va être le favori de la saison. Un an après le Rana Plaza, elle publie Anti-Fashion, un manifeste optimiste mais à charge sur les travers décadents du système de la mode. Je ne pouvais pas continuer à tricher et à faire comme si tout va bien si je sentais si fort que ça ne va plus du tout. C'était pas drôle parce que j'adore la mode et j'ai adoré toutes les années que j'ai travaillé dans ce système et j'aime pas être négatif ou activiste, c'est pas du tout mon truc. Lee est lucide. Elle voit la mode qu'elle adore devenir cupide et vaniteuse. On formate les jeunes designers pour en faire des divas hyperactives, on détruit des savoir-faire essentiels et on stérilise les créateurs par une logique du chiffre. Pour elle, la mode est devenue anxieuse, sous tension. Elle ne reflète plus son époque, elle s'est démodée. Je changerais tout dans la mode, tout. Donc c'est en même temps triste, mais c'est aussi très excitant. Anti-fashion est devenu à la mode, c'est devenu un mouvement. Anti-fashion, ce mot, on l'entend de plus en plus. C'est même un mouvement qui organise ses états généraux à Marseille, capitale mondiale de cet appel radical au changement. On a cru qu'en consommant, on accédait à une part d'infini, la seule à laquelle on pouvait accéder, et qu'on réalisait sa propre humanité. Et ça, c'est cassé. Pendant 3 jours, penseurs, activistes d'une mode équitable croisent des marques émergentes, des designers révoltés, des étudiants et des dandys pour refaire la mode. On s'est dit si on réinventait une paire de baskets, si on faisait une paire de baskets qui respecte à la fois l'homme et l'environnement. Et c'est comme ça que Veja est né. Créée en 2004, Veja a été une des premières marques à allier cool et éveil écologique. La philosophie de Veja, c'est d'abord déconstruire la chaîne de production dans son intégralité et l'améliorer à chaque étape. C'est-à-dire, c'est un mélange de commerce équitable, de bio, d'insertion sociale. On va directement acheter du caoutchouc sauvage en Amazonie, on va directement acheter du coton bio, on connaît les producteurs à qui on achète. Tout ça se résume bien sous le chapeau de la transparence. Nous, notre communication, c'était de ne pas braquer les projecteurs sur un top mannequin, un sportif, etc. Mais au contraire, braquer les projecteurs sur la façon de fabriquer les baskets. Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 8 millions d'euros, Veja prouve que l'on peut concilier conscience morale et gros bénéfices. Mais cette mode responsable représente à peine moins de 5% des ventes mondiales. L'agenda fou et écologiquement toxique de la fast fashion est devenu la norme. Il bouscule aussi les rythmes créatifs de la haute couture.
En travaillant sur ces temporalités aussi réduites, ça a évidemment eu un impact important sur les créateurs qui voient parfois des produits adaptés ou inspirés de leur création en boutique, alors qu'eux-mêmes n'ont pas encore livré leurs propres clients. Et évidemment, ça a eu un impact sur la création en tant que telle. Il y a aussi eu ce besoin d'être plus présent et d'avoir un rythme de développement des collections de plus en plus rapide. Fin des années 90, avec la mondialisation et l'arrivée de la fast fashion, l'univers de la haute couture connaît une révolution majeure. Les maisons indépendantes des créateurs sont rachetées par des multinationales et la mode devient la plus belle gagneuse des empires du luxe qui ouvrent des boutiques dans le monde entier. Les bénéfices sont alors colossaux. En 2017, le marché mondial du luxe a engrangé plus de 260 milliards d'euros. Évidemment, avec la pression des cotations boursières, surveillées en temps réel par les actionnaires, le business de la mode change. Il faut alors renouveler l'offre et produire toujours plus. Pour les créateurs, c'est le début des cadences infernales. On ne peut pas suivre, je crois que c'est quelque chose comme 16 collections, plus assurer une image de marque, parce qu'en plus le créateur, en plus de ça, est visible, donc il se doit d'être une sorte d'ambassadeur pour la marque. Quelqu'un qui est habitué à ce qu'est la pratique d'atelier, c'est-à-dire fabriquer des vêtements, et il ne va pas comprendre que tout d'un coup, il donne des indications de très loin, et que son travail finalement s'est muté, et qu'aujourd'hui le créateur n'est plus tellement un créateur, un fabricant de vêtements, c'est un manager. Ça peut être extrêmement traumatisant, je pense. Ces nouveaux rythmes mènent de la fatigue à l'épuisement et du burn-out à la psychose. En 2011, le dérapage antisémite de John Galliano ressemble à une saillie suicidaire. Le créateur est fourbu et sous stupéfiants, Dior le licencie. Un peu plus tôt, le suicide d'Alexander McQueen, dépressif mais au sommet de sa gloire, avait glacé le milieu. Plus récemment, Raf Simons et Albert Elbaz ont claqué la porte de Dior et l'an 20. En 10 ans, la figure du designer exténué est devenue le nouveau cliché d'un système créativement moribond. Quand on étudie la mode ou qu'on a une trentaine d'années, les grands, ça reste toute la fin des années 80-90. On pense à Jean-Paul Gaultier, Helmut Lang, Jill Sander, comme des garçons. Tous ces grands noms comme ça, qui ont montré que le vêtement était plus que du vêtement, qui pouvait s'inscrire dans l'histoire du design, dans l'histoire de l'art. C'est le vêtement qui a commencé à poser les vraies questions sociétales. Gaultier, les questions de genre, le minimalisme japonais qui racontait beaucoup sur une crise, sur les changements d'un pays. Mugler et qui racontait une envie de futurisme. La mode, c'est devenu un miroir très actif et très conscient de la société. Et tout d'un coup, on s'est aperçu qu'on était face à une époque, une temporalité, des modes, un système qui dénaturait complètement le propos. Mondialisée, l'image de mode a cannibalisé des nouveaux médias, blogs et réseaux sociaux. Toutes les marques communiquent frénétiquement sur Instagram. Fini les défilés réservés aux VIP. Les collections sont dévoilées en temps réel. Et c'est l'internaute qui fait défiler les vêtements. Une collection chasse l'autre dans un flux infini, hypnotique et vain. Pourtant Instagram, médium populaire des outsiders, peut aussi proposer un contre-discours. Qu'est-ce que c'est que fabriquer du désir pour un vêtement? Parce que, au bout du compte, si on ne le désire pas, le vêtement, on ne l'achète pas. Je pense que ce qui fabrique du désir, c'est qu'on l'ait vu bien porté quelque part. Et sur ça, sur bien porté quelque part, où? Parce qu'en fait, les magazines de mode, les gamines ne les achètent plus. Donc en fait, elles vont sur Instagram. Instagram, c'est le showroom virtuel de Samia Ziadi, une créatrice et suffragette anti-fashion repérée par Jean-Charles de Castelbajac. Elle investit des lieux ignorés par la mode et veut affronter les tabous de son époque. Amener mes modèles ici, pour moi, ça les rend vivants. Parce que moi, les photos de magazines me touchent pas tout le temps. En fait, j'ai du mal avec les photos en studio. Tu vas te mettre là. J'aime la vie, j'aime qu'il y ait du monde derrière, qu'il y ait des regards, qu'il y ait des accidents, en fait. Rien n'est prévu. Samia est ce que les sociologues appellent une milléniale. Là, t'es bien, juste tes mains. C'est la génération des digitaux natifs, nés sous la crise, revenus des sirènes du capitalisme, mais en recherche de sens. Si je viens ici avec un voile transparent,
c'est pour enlever le côté précieux, fort, religieux, le fait qu'on en ait peur, etc. Pour montrer qu'à la base, c'est qu'un vêtement. Et je le transforme en accessoire de mode. Pas du tout en vêtements religieux, même s'il y a un clin d'œil, parce que je fais du détournement, bien sûr. Mais il y a toujours une touche d'humour, parce que si avec la mode, on ne s'amuse pas, ça serait horrible, quoi. À défaut de pouvoir financer la fabrication de sa collection, elle a créé un univers graphique multi-support. Ses créations deviennent des collages, plus à leur place dans des galeries d'art où elle les vend. Elle peut y questionner la notion de frontière, comme dans ce clip très politique, autour d'une robe inspirée par le drame des migrants. Jeunesse, je n'espère plus. Mourir de peine, on veut que nos pères perdurent. Les femmes n'accouchent pas encore de peine perdue. Alors, cette robe représente un pays qui n'existe pas. En fait, c'est un porte-drapeau. Et son drapeau, elle, c'est ce mot, migrant. J'utilise beaucoup les collages pour présenter mon travail et je l'ai collé sur un podium des Jeux Olympiques, en gagnante. Totalement en marge du marché, Samia séduit. Sa silhouette propose une réflexion sur les problèmes insolubles de son époque. La mode, pour elle, reflète une prise de position. Ce que j'appelle, moi, la mode, c'est la mode qui change une silhouette. Donc, depuis les débuts de la mode, on a vu des créateurs qui ont annoncé le changement de forme, très coupé, très droit, très boule. Il y avait toujours quelque part un changement qui fait que tu bouges autrement, que tu te sens autrement, que tu flirtes autrement, que tu... Je sais pas, tout change. Et ça s'est arrêté avec Asdin Alaya, je pense. Et depuis, on constate qu'on fait que les vêtements. Et que les vêtements sont de moins en moins bien faits, surtout dans le fast fashion. Maintenant, il faut que les gens font beaucoup de sport pour être en forme, pour porter les vêtements. Avant, c'était les vêtements qui te portaient. Maintenant, c'est toi qui portes les vêtements, qui donne forme aux vêtements. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Tellement c'est la merde. Une inspiration atone des vêtements simples, sobres et fonctionnels. C'est la tendance surprise apparue depuis peu. On l'appelle le normcore. On assume l'absence de look, on vénère le basique, on dévitalise la fashion. Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, est une promotion vivante pour cette recherche de l'insignifiance. Le normcore est devenu le statement central de plein de marques. Je pense que ces marques-là ont montré une espèce de ras-le-bol avec une parade du luxe qui avait vraiment plus beaucoup de sens. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, on est en train de venir dans une autre phase où il y a une phase de nouvelle couture qui, en fait, derrière un semblant de normcore, font des choses qui sont hyper conceptuelles, même si c'est très discret. Éviter le brio de la mode, viser le banal ou même assumer le laid, c'est le parti pris de Vêtements, la dernière sensation hype des Fashion Week. Vêtements est un collectif de jeunes designers internationaux fondé par le géorgien Demnak Vassalia, un ancien élève de Martin Margiela, le grand pionnier de la déconstruction du vêtement. Le premier défilé remarqué de Vêtements fait l'effet d'une bombe anti-fashion. Organisée dans la cave d'une boîte gay hardcore, les rédactrices surexcitées y découvrent des fripes retravaillées avec un savoir-faire couture. Aucun mannequin, mais des gens de la rue, des habits communs, une démonstration glaciale de l'art du détournement. Ils ont proposé des vêtements symboliques. Donc le hoodie, etc., sont devenus des icônes entre leurs mains. Ils ont juste changé beaucoup le volume et assemblage des choses. Donc ils ont eu un stylisme très très brut et très intéressant, ce qui a fait que tout le monde a compris dans le monde entier. Donc pour une fois, on avait une marque qui a pris ça au sérieux, cette histoire de vêtements, et qui s'est dit, OK, si c'est une époque de vêtements, ben on y va jusqu'au bout. Et on affiche le fait que c'est que des vêtements, on ne dit plus mode. Seulement 3 saisons et Vêtements est déjà le must-have des célébrités pop.
La plupart de leurs pièces sont en rupture de stock avant même leur sortie. Vêtements pousse l'anti-fashion jusqu'à proposer sa reproduction d'un t-shirt de livreur DHL. C'est quelque chose que la mode a toujours fait, c'est-à-dire c'est une mode dite paupériste. C'est l'empreinte de symboles et de vêtements et d'uniformes ouvriers qui ont toujours été faits. La marinière, c'était ça, le bleu de travail, les salopettes. Est-ce que c'est une forme d'arte povera de la mode? Est-ce que c'est Duchamp l'a fait? Tout le mouvement d'arte povera faisait exactement la même chose. Et je pense qu'il y a une friction entre les deux, hein, c'est-à-dire que c'est à la fois un code ouvrier, à la fois un geste d'art contemporain qui est extrêmement conscient de ce qu'il est en train de faire. Et moi, ce que je trouve plus gênant, c'est qu'il y a des millions de gens qui sont prêts à payer des milliers et des cents pour ressembler à un livreur. Alors qu'un t-shirt original de DHL coûte moins de 10 $, la réplique vêtements vendue à un prix couture est le hit le plus inattendu de la mode récente, jusqu'à être copié à son tour. Il y a des gens qui ont payé quelque chose comme 300 ou 400 $ pour un t-shirt siglé DHL. C'est plutôt ridicule. Ça donne le sentiment que Vêtements se moque du secteur de la mode en faisant ça. C'est polémique. Et donc j'ai repris le t-shirt DHL, mais en mettant même dessus. Dave Hiltran n'est pas designer, plutôt un geek de mode. Oui, ça existe. Pour rire, il a créé Vêtemem, une marque parodique de vêtements. En voyant la classique parka noire oversize de vêtements sold out dès le premier jour de vente à New York, il se lance. Entre hommage et pur plagiat, il crée un marché parallèle. En franc-tireur, il crée une entreprise ironique de mode. Pour produire ma marque, j'ai fait des recherches en ligne. J'ai cherché une usine sur Google. J'ai dessiné mes modèles avec Photoshop. Et j'ai juste repris certaines créations de vêtements pour en faire les miennes, en jouant un peu avec. La blague prenant de l'ampleur, avec une fabuleuse clientèle de fans, les contrefaçons Vêtemem concurrencent les originaux. J'ai reconstitué les stocks 8 fois et tout vendu à chaque fois. Dave Hill écoule ses productions et fait le buzz dans la presse spécialisée Vogue en tête. Les premiers articles sur moi disaient que je risquais un procès. Qu'allait faire Vêtements? Allait-il intenter un procès? Les gens aiment bien ça. Ça attire les clics. Le New York Times a couvert le sujet et s'est rapproché de Vêtements. Mais ils ont répondu qu'ils aimaient bien le projet, qu'ils le soutenaient et qu'ils n'envisageaient pas de poursuite. Alors j'étais super heureux. L'attitude de Demna et sa bande surprend dans un milieu où la contrefaçon est le pire ennemi. Ça questionne évidemment le droit d'auteur, le partage d'informations, la culture open source. Et c'est surtout que le vrai message, c'est que aujourd'hui, la création qui jaillit de nulle part n'existe plus. C'est vraiment ce qu'on fait d'un code existant. Les DJ remix et se font connaître et font une œuvre originale à partir d'une œuvre qui n'est pas la leur. Et c'est ce que fait toute la mode aujourd'hui. Et c'est plutôt bonne nouvelle si ça permet de promouvoir le recyclage, la récupération, la réinvention de pièces existantes. Ça peut se transformer en message un peu positif sur la consommation actuelle, je pense. Vêtemem est un hobby pour Dave Hiltran. Son vrai travail, c'est de sélectionner et vendre sur Grailed les plus beaux vêtements de créateurs en seconde main. Des pièces pour amoureux transis de la mode. Des raretés chinées par Dave Hill en ligne et qu'il revend ou collectionne pour lui-même. Celui-là, je viens de le vendre pour 500 $. Et il faut que je l'expédie bientôt. J'aime les vêtements qui ont une histoire. Celui-ci, par exemple, il est rare et on ne le trouve nulle part ailleurs. Alors que si on achète du neuf, il y a une centaine d'autres personnes qui peuvent aussi l'avoir. C'est ce que j'adore dans la mode de seconde main. J'ai déjà trop de vêtements d'occasion. J'ai pas besoin de plus de vêtements neufs. C'est cher et inutile. J'adore recycler. Ça, c'est un de mes articles préférés. Il a un imprimé Cobra à l'intérieur.
Si l'industrie de la mode décidait d'arrêter sa production, ça ne poserait pas de problème. Ça ne changerait rien. On aurait toujours assez de vêtements pour habiller tous les habitants sur Terre, et même les animaux. La surproduction de vêtements est proprement vertigineuse. Tous les ans, 2,5 milliards de jeans se vendent dans le monde. La France consomme 700 000 tonnes de textiles par an. C'est énorme. Un quart seulement sera trié et revalorisé dans des centres, comme ce relais de Chanteloup-les-Vignes, en banlieue parisienne. Les belles pièces sont revendues en France, les autres en Afrique, et les plus piteuses sont transformées en isolants. Cet inépuisable gisement textile, c'est aussi le terrain de chasse d'Anaïs. Cette chiffonnière hipster déniche ici la matière première pour ses futures collections. J'achète pas de tissu parce que j'estime qu'il y a déjà beaucoup trop de matière à réutiliser et que ça sert à rien d'en reproduire. Aujourd'hui, j'ai trouvé ce superbe lainage. Ça va plutôt être pour une petite veste. Ça, c'est un coton. Ça peut complètement convenir pour une petite robe qui tourne. Alors lui, c'est mon chouchou, c'est tout ce que j'aime. Gros imprimé fleuri. Et c'était un rideau. Ce que je cherche, c'est des imprimés qui soient forts, qui racontent une histoire. Beaucoup de fleurs, c'est vraiment l'ADN des collections. Et puis, c'est aussi qu'ils soient en quasi parfait état. Avec ses trouvailles, Anaïs crée 2 collections par an de sa marque, les Récupérables. Cette manière d'allier allure et engagement et de faire du beau avec du vieux, ça s'appelle l'upcycling. Il suffit simplement de prendre une matière qui a été délaissée et de la transformer en une matière ou un matériau de qualité supérieure. Donc vraiment, l'idée c'est de prendre le rideau vintage années 70 avec des énormes fleurs oranges, donc c'est A, d'y ajouter du savoir-faire, du temps, une expertise, un travail de couture pour obtenir A+. Bricoler des fripes, c'est une tendance de fond, imposée par l'esthétique comme par l'économie. Comme pour vêtements, l'upcycling, c'est la nouvelle couture, un nouvel artisanat. On réenchante en atelier des pièces trouvées en fripe, avec chacun ses méthodes. Sur le web, les tutos d'upcycling pullulent. Yo, Betsa! Regarde la merveille que j'ai trouvée. Fabriquer à partir de la récup, ça peut même être une opportunité créative. Je pense qu'il y a moyen de caler un petit Kimbo là-dedans. Ah bon, on peut en faire, ouais, carrément, ouais, vas-y. Là, c'est un petit peu... Du coup, on va pas pouvoir sauver cette partie. À partir des chutes trop petites pour en faire un vêtement classique, Anaïs et sa modéliste ont inventé leur classique, un boléro qui pique à l'Espagne et au Japon. Le kimono avait toujours été présent chez les Récupérables. Et là, j'avais envie qu'il soit maniable, malléable, qu'il aille à tout le monde. Et aussi qu'il soit une sorte d'ovni. Donc du coup, je me suis dit, OK, on va créer Kimbo, le kimono boléro, qui s'adapte à beaucoup de morphologie, mais aussi à la femme pas immense que nous sommes, parce qu'il a la capacité, en fait, d'allonger la silhouette. Je vais voir, du coup, comment ça se place. Ce Kimbo griffé, les Récupérables, est 100% made in France et coûte 90 €. C'est comme ça qu'on crée des circuits courts et qu'on réinstalle des petites usines en Europe. Dans la périphérie de Londres, Daniel Harris, un trentenaire excentrique, est aux antipodes de la fast fashion. Il produit du tweed et son usine est la première depuis plus d'1 siècle dans la capitale anglaise.
la London Clothes Company ressuscite une fabrication révolue. Il a réveillé des machines oubliées et elles font des merveilles. Avec une poignée de pounds, une âme de collectionneur et son talent de bricoleur, Daniel a ressuscité le vrai tweed que tout le monde cherchait. Ce métier à tisser est un modèle de 1910 environ. Je l'ai trouvé dans un village qui s'appelle Loch Arran, en Écosse. Il était dans une cave inondée. Les pièces qu'il compose sont toutes couvertes de rouille. C'est en fait avec lui que j'ai commencé. Je l'utilisais pour tisser des écharpes. Ces machines sont très basiques. Elles n'ont ni imagination, ni ambition dans la vie. Elles veulent juste tisser la même chose, et donc elles tissent toute la journée, tous les jours, sans faute. Daniel télescope plusieurs révolutions industrielles. Ses métiers à tisser 1900 côtoient des machines des années 60. C'est d'une étrange beauté. Au-delà de cet archaïsme apparent, Daniel est un redoutable auto-entrepreneur avec un mental de start-up. Daniel met la magie du marketing au service d'un amour passionnel du textile authentique. Le tissage est quelque chose d'incroyablement répétitif. C'est ennuyeux à mourir. Mais ça vous entraîne, pour une raison ou une autre, à continuer, encore et encore, en s'améliorant chaque fois. Je ne saurais pas vous expliquer, c'est comme une addiction. Cruelle, impitoyable. Mais le vrai bonheur, c'est de recevoir le tissu après le lavage et ce qu'on appelle le finissage, et qu'on l'ouvre. On ne parle pas d'une sorte de tentative, c'est du bon tissu, du vrai. Pas d'obsolescence programmée chez Daniel. Ces tissus, fabriqués dans les règles de l'art, sont durables et peuvent se transmettre sur plusieurs générations, comme les vêtements de nos grands-parents. Cette démarche séduit des marques japonaises ou anglaises, comme Ralph Lauren et même Nike. Et régulièrement, des visiteurs, curieux de connaître les secrets de fabrication de l'authentique tweed british, viennent visiter la London Clothes Company. C'est très utile pour expliquer aux gens la fabrication des tissus et la masse de travail que ça représente réellement. Sinon, ils ne comprendraient pas nécessairement tout à fait le circuit que la laine ou le coton doit suivre pour devenir le tissu qui deviendra par la suite leur vêtement. Ils ne s'intéressent pas qu'au vieux métier à tisser. Je pense qu'ils s'intéressent aussi au procédé. Et l'avantage avec ces machines, c'est qu'on voit plus clairement le processus. À son échelle, Daniel a inventé un nouveau modèle d'usine rétro-futuriste. Créateur, patron, ouvrier et artiste, il a réinventé la culture du tweed et a restauré son authenticité. Loin des machines, le collectif Friends of Light incarne une nouvelle idée du luxe poussée à son extrême, l'ultra slow fashion. Avec une patience monacale, à la main et en pleine campagne, 4 New-Yorkaises filent, tissent et cousent des pièces uniques. Cette partie sera garnie plus tard. Je peux commencer ici et puis le relier là ensuite. Avant d'implanter son collectif en pleine vallée de Hudson, Pascal Gadsden a couru les marathons des Fashion Week. Diplômée de l'école d'Arnhem, aux Pays-Bas, elle défile à Paris dans les années 90 avec Victor and Rolf et un collectif de jeunes talents accrocheurs que l'on appelait le cri néerlandais. Je sortais d'une école de mode très ambitieuse, dans laquelle le succès ne se mesurait que d'une seule manière, devenir la prochaine grande créatrice. Je ne pensais qu'à réussir dans ce système. C'est finalement devenu dangereux pour moi, pour ma santé, car j'avais le sentiment de toujours devoir faire mes preuves, être sous les projecteurs du monde de la mode. Sinon, je ne savais pas qui j'étais ou quel sens avait ma vie.
Et alors que mon 30e anniversaire approchait, j'ai fait une dépression nerveuse. Brisée par ce burn-out, Pascale ne touche plus de vêtements pendant 6 ans. Aujourd'hui, professeure à la Parsons School of Design de New York, elle veut remettre du sens dans la mode. Avec ses partenaires qui furent ses étudiantes, elle redécouvre des techniques comme ce tissage précolombien. Mais elle travaille sur un métier à tisser dit ceinture. C'est en fait une des techniques les plus anciennes du monde, utilisée pratiquement dans tous les continents. Aujourd'hui, l'Amérique du Sud est la région la plus connue pour ce type de tissage. Leur création phare, c'est cette relecture du tailleur Chanel, tissé avec des techniques primitives. Beaucoup de personnes appellent cela la nouvelle haute couture. Aujourd'hui, une veste, mais nous allons augmenter sinon c'est pas viable pour nous, c'est 3 200 $. Nous nous rémunérons 15 $ par heure pour la tisser. C'est donc un prix transparent parce qu'il nous faut au moins 160 heures pour la faire. Et puis ça comprend les matières et d'autres coûts. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de rentrer dans une sorte de phase post-luxe. Les gens n'ont pas tellement envie d'indiquer regarde comme je suis plus riche que toi, mais plutôt de dire j'ai cette sensibilité-là, je suis sortie là, je connais tel artiste, regarde à quoi je fais référence. L'idée du luxe pour indiquer qu'on est mieux que tout le monde, je pense que ça n'a plus tellement de sens. Le besoin d'humilité, on le retrouve chez Friends of Light avec une économie horizontale. Tous les membres sont propriétaires, décisionnaires et avec la même rémunération. Une approche, disent-elles, épanouissante pour un chiffre d'affaires modeste. Leur mode leur a permis d'inventer leur vie. Je voulais vivre de manière épanouissante et créative. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu le sentiment que créer une activité m'intéressait parce qu'il ne s'agissait plus seulement de moi en tant qu'individu qui subvient à ses besoins avec son entreprise, mais soudain, ça permettait de subvenir aux besoins d'un groupe de personnes tout en soutenant une vision politique et sociale à laquelle j'étais très attachée. La clientèle aisée de Friends of Light s'offre ce supplément d'âme. C'est une nouvelle forme de luxe. Au lieu d'un énième accessoire chic, on achète une pièce unique réalisée de manière intégralement artisanale, mais avec le plus précieux des biens, du temps. On peut gagner du temps grâce aux machines les plus futuristes. Une imprimante 3D a réalisé cette veste en 120 heures. Peut-être que je devrais un peu la raccourcir. Cette photocopieuse d'objets, la prochaine grande révolution technique, c'est l'assistante de collection de l'Israélienne Danit Peleg. Diplômée de Shankar, la prestigieuse école de mode de Tel Aviv, la jeune styliste a créé la sensation avec un travail de fin d'études hors norme. Je ne savais rien de l'impression 3D quand j'ai commencé à travailler sur ce projet. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet et plein de personnes incroyables ont partagé leur savoir et m'ont aidé à me familiariser avec cette technologie. Elle s'est rapprochée du mouvement Makers, un collectif de créatifs qui piratent les machines pour faire fusionner mode et haute technologie. Ils étaient tellement contents de voir une fille. Du coup, ils m'ont vraiment donné toutes les informations dont j'avais besoin et ils m'ont appris tout ce que je sais sur l'impression 3D. Pour sa première collection, seule dans son appartement, Danit fait tourner ses machines jour et nuit pour imprimer des vestes, des robes, des jupes et même des chaussures. Ce travail novateur déroute certains de ses professeurs mais captive le monde entier. En 2 semaines, plus de 5 millions de personnes ont vu sa vidéo sur Facebook avec une première collection à l'esprit farouchement indépendant. Ça, c'est la veste Liberté, avec le mot liberté intégré dans le textile. C'est le tout premier vêtement que j'ai imprimé en 3D. Donc cette veste occupe une place très spéciale dans mon cœur. Pour réaliser le maillage triangulaire de sa robe qu'elle imprime pièce par pièce avant de l'assembler,
Danitz s'est inspiré des lignes de force du chef-d'œuvre d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. J'avais le sentiment que c'est la liberté, l'idée de la liberté qui nous fait avancer. C'est pour ça que la culture du faire soi-même prend tant d'ampleur et que les gens aiment vraiment créer des choses eux-mêmes, être autonomes et participer à la production de ce qu'ils possèdent. J'ai senti qu'il se passait quelque chose d'important, comme le début d'une nouvelle révolution. La mode retrouve l'artisanat, mais c'est la high-tech qui s'apprête à faire voler en éclats toutes ses habitudes. Depuis 10 ans, la créatrice néerlandaise Iris van Herpen hypnotise les journalistes. Inspirée et sans limite, sa mode n'est presque plus dépendante du textile. Elle a été la première à utiliser les imprimantes 3D pour créer des reliefs inédits sur des matières futuristes. Elle défile aujourd'hui à Paris. La pièce maîtresse de sa collection évoque un nuage de gouttes d'eau en mouvement. Cette robe s'appelle l'alchimie de la lumière. Quand on regarde à travers la structure, elle transforme le corps, mais aussi la lumière qui la traverse. Cela s'inspire un peu des insectes au petit matin, lorsqu'ils sont couverts de gouttes de rosée. Et c'est aussi de là que vient l'inspiration, la manière dont la lumière peut modifier la forme d'un corps. Iris van Herpen, c'est une tornade, une créatrice qui reprend toute la mode depuis son point de départ. Basée à Amsterdam, elle travaille à son rythme pour comprendre la nature et la projeter dans une vision futuriste radicale. Tu les as fait un peu plus petits, n'est-ce pas? Oui, je les coins ensemble. Exploratrice de l'inconscient, visionnaire et déterminée, Iris van Herpen fascine. Multidisciplinaire, elle collabore avec des scientifiques, des architectes ou des artistes comme le néo-zélandais Carlos Van Camp, avec qui elle a conçu sa collection mythique, Voltage. Aussi bien l'artisanat que les nouveaux matériaux ou les nouvelles technologies ont leur avancée et leur esthétique propre. Et quand on fusionne les deux, en tant que créateur, on peut obtenir des vêtements dont les formes et la tenue sont entièrement nouvelles. Les robes d'Iris, déjà immortelles, sont exposées dans les musées du monde entier. À la fois primitive et futuriste, toutes ces collections expriment une vision inquiète et poétique de la nature. La technologie n'est jamais une inspiration pour moi, mais plutôt un outil. Je suis attirée par ce qui est organique et naturel. Je pense que d'une certaine manière, nous sommes en train de perdre notre lien à la nature. Et je ne saurais pas trouver mon inspiration ailleurs, car les plus belles formes, matières et transformations se trouvent toutes dans la nature. La reconnexion avec la nature, c'est le nouveau champ de recherche de la fashion tech. Le futur, ce sera de fabriquer des vêtements avec les fibres végétales extraites de matières surabondantes comme les algues, les pommes de terre, le maïs ou même le lait. C'est une promesse de remplacer tout ce qui est synthétique par du biotech. Ce qui est évidemment beaucoup mieux pour le milieu et pour les gens et pour les peaux et pour tout. Ces fibres alternatives deviennent vitales. La fabrication d'un simple jean en coton nécessite 11 000 litres d'eau et l'emploi de pesticides. Et globalement, les principales marques de mode utilisent plus de 100 000 milliards de litres d'eau potable par an. Face à ce désastre écologique, il y a urgence à intervenir. Il y a déjà des produits
qui sont faits avec la soie d'araignée sans araignée. Parce que l'araignée est capable de faire 5 types de fils, dont une fil qui est très élastique. Et c'est une soie qui est tellement forte qu'il peut parer les balles. C'est en reproduisant de la protéine d'araignée que la start-up californienne Bolt Thread réussit à fabriquer une soie artificielle tout aussi souple et robuste que l'original. Cette néomatière non polluante intéresse aujourd'hui la créatrice anglaise Stella McCartney. Elle vient de concevoir avec eux la première robe en soie d'araignée artificielle. Végétarienne de longue date, la designeuse anglaise envoie un message fort à la profession en pariant sur le biomimétisme. C'est la conviction profonde que c'est en imitant les techniques de la nature que l'on peut espérer sortir de la calamité écologique. Même si c'est avec des moyens en apparence très éloignés, aujourd'hui la couture, la slow fashion et la high-tech partagent la même utopie. La high-tech et le slow craft se retrouvent sur une vision d'un autre monde, où on pollue beaucoup moins, où on produit proche de là où on est, où donc on écarte tout problème de transport et où on peut diffuser dans le monde entier, mais peut-être on diffuse juste l'idée, ou la technologie, ou le programme. Donc c'est là où l'open source va jouer un très grand rôle, je pense. One day I was invited to an important event and I wanted to wear something special and new for it. So I looked through my suitcase and I couldn't find anything to wear. I was lucky to be at a technology conference at that day and I had access to 3D printers. So I quickly designed a skirt on my computer and I loaded the file on the printers, just printing the pieces overnight. The next morning, I just took all the pieces, assembled it together in my hotel room, and this is actually the skirt that I'm wearing right now. La digitalisation du vêtement prônée par Danit séduit le public de la TED Conférence, la caisse de résonance internationale des idées d'avant-garde. Cela encourage la jeune styliste à aller plus loin. Je voulais essayer de produire un de mes articles à grande échelle. Alors, je dis grande échelle, mais il s'agit seulement d'une édition limitée de 100 vestes. Chaque client peut venir sur mon site web, personnaliser la veste et choisir la couleur de la doublure, puis l'intégrer dans la session d'essayage virtuel et l'adapter entièrement à ses mensurations. Tel Aviv est une ville à la pointe de la haute technologie. Pour son nouveau projet, Danit s'est associé avec une start-up qui développe une application pour scanner les mensurations corporelles avec un smartphone. Donc, il suffit de prendre la pose 2 fois devant l'appareil photo avec la forme de son corps bien visible. De face, tourné, de profil. C'est seulement 2 photos ? 2 photos. La création d'un clone 3D du client, c'est autant une démocratisation du sur-mesure qu'un enjeu primordial pour toute l'industrie textile. Je pense à tout le gaspillage qu'on va pouvoir éviter juste parce qu'on aura pu mesurer notre client avant. C'est probablement une grande innovation pour le secteur de la mode. Parce que les marques surproduisent à partir d'estimations sur les quantités et les tailles. Impression 3D plus sur-mesure égale 0 chute de matière. Une potentielle économie d'échelle colossale pour les grandes marques, par ailleurs avides de récupérer les données personnelles des clients pour les cibler au mieux. Le géant allemand du sport l'a bien compris. Il vient de s'associer avec Carbon, une entreprise californienne, auteur d'un procédé révolutionnaire, la photosynthèse digitale. Cela permet de sculpter des résines liquides avec des projections de lumière et d'oxygène. Leur but, réaliser la chaussure de course parfaite. If you really want to make a shoe that's a size 9, that same shoe for someone who's 180 pounds versus 100 pounds has got to be different. Il prévoit sa commercialisation fin 2018 avec la mise en boutique d'imprimantes 3D munies de scanners pour fabriquer une chaussure parfaitement adaptée au pied du client. Cette prouesse technologique annonce une belle course à la concurrence sur le marché des sneakers.
Dans un futur proche, les imprimantes 3D vont se démocratiser et pourront reproduire des textiles. La mode connaîtra alors une nouvelle révolution industrielle. Les vêtements seront digitaux et on pourra télécharger des patrons. J'attends toujours qu'il y aura un couturier qui va mettre en ligne un patronage, un open source. Ça se fait dans le design. J'attends que la mode rattrape et qu'on peut faire une jupe Dior, comme à l'époque, parce que avant le prêt-à-porter, c'était les vêtements de couturier qui étaient vendus en patronage dans le grand magasin et eux faisaient des copies qui étaient donc le prêt-à-porter de l'époque. Donc on n'invente rien de nouveau, ça sera juste une autre façon de faire. En attendant cet avenir utopique où l'on passerait de la loi du marché à une économie du partage, la mode se réinvente tous les jours à ses marges. Plus transparente, plus responsable, animée par la culture de l'échange, le do-it-yourself et boostée par l'inévitable révolution technologique, la mode change de statut. Elle peut enfin redevenir un bien commun. La crise actuelle de la mode est peut-être le début de sa libération.